Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, à première vue, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la lutte antinucléaire. On va parler d'éoliennes. Bien. Alors, on voudrait nous faire croire que la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, et en particulier à partir des éoliennes, va petit à petit venir se substituer à l'électricité d'origine nucléaire. Alors, on voudrait nous faire croire. C'est bien sûr le gouvernement, avec son annonce trompeuse sur la baisse de la part d'électricité nucléaire de 75% à 50% à horizon 2025. C'est aussi les écolos, entre guillemets, qui ne jurent que par le scénario négawatt, avec une perspective d'arrêt du nucléaire en 2033, grâce à la sobriété, à l'efficacité et aux énergies renouvelables. C'est même le réseau Sortir du nucléaire qui, dans le dernier numéro de sa revue, fait la promotion du scénario de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous explique que 100% de renouvelables en 2050, c'est possible. Alors nous, au collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, on ne comprend pas visiblement la même chose. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'avec un plafonnement en quantité de la production d'électricité nucléaire, ce qui est promis dans la transition énergétique, et avec une baisse en pourcentage de cette même production, alors, mathématiquement, il faudra augmenter la production totale d'électricité et mathématiquement, les énergies renouvelables, on nous promet 40% de la production électrique en 2030, eh bien ces énergies renouvelables vont venir s'ajouter au nucléaire et en aucun cas les remplacer. Alors, il y a 15 jours, on a vu concrètement ce que cette augmentation de la production d'électricité allait provoquer comme dégâts dans les Hautes-Alpes, avec la construction de lignes à très haute tension, soit on a vu 330 pylônes gigantesques en pleine montagne. Alors aujourd'hui, on va aller constater les conséquences de cette même politique sur un autre territoire. Nous sommes à Saint-Victor et Melvieux en Sud-Aveyron, où se prépare la construction d'un méga transformateur et l'implantation, là encore, de lignes à très haute tension. Alors, pour en parler avec nous, on est avec Nelly, qui est opposante à ce projet. Bonjour Nelly. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Galère. Pour commencer, si tu veux bien, on va situer, parce que Saint-Victor et Mérieux, vu de Marseille, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, peut-être situer un peu le lieu, la population, et puis avancer puis commencer à nous raconter l'historique de ce projet-là auquel vous vous opposez. Alors bon, en effet, vu de Marseille, je comprends que c'est pas évident. Donc du coup, Saint-Victor et Melvieux, donc comme vous l'avez dit, c'est dans le sud d'Aveyron. Donc l'Aveyron étant un département qui appartient à Midi-Pyrénées, mais qui est plus situé au sud du Massif central. Et exactement, Saint-Victor et Melvieux, c'est dans le bassin de vie de Saint-Afrique, donc à 30 km au sud-ouest de Millau, pour ceux qui connaissent Millau. Et Saint-Victor, c'est situé sur le plateau à proximité du Tarn, de la rivière du Tarn, et donc à proximité déjà de nombreux barrages hydroélectriques. D'accord. Au niveau de la contestation, donc il faut savoir, si je vous resitue la proximité de la commune avec les barrages, c'est qu'il existe actuellement un transformateur à Saint-Victor qui est utilisé donc pour transformer l'énergie produite par les barrages et pour l'exporter vers les autres départements, si ce n'est vers les pays limitrophes de la France.
Et le projet qui est contesté actuellement sur la commune depuis une dizaine d'années, c'est l'implantation d'un méga transformateur, donc qui sera implanté sur 7 hectares de terrain, dans l'objectif de produire encore et toujours plus de l'énergie dans les zones rurales, souvent dépeuplées et donc avec une contestation moindre, normalement. Donc dans l'idée de mettre à la fois le gros projet, c'est plutôt des éoliennes, mais rien n'exclut des panneaux solaires, des gros champs de panneaux solaires, ainsi que des centrales de méthanisation. D'accord. Donc en fait, ce transformateur, il va être, si j'ai bien compris, relié à des lignes à la fois d'alimentation puis de redistribution de l'électricité. Oui. Donc les lignes à THT, c'est du 400 000 volts, hein, ça rigole pas. C'est ça. Pour l'instant, alors je suis pas une experte sur tout ce qui Moi est non plus. les chiffres. Moi non plus. Mais quand même, on sait à peu près. Il me semble qu'il y a déjà une 400 000 volts, mais je suis pas complètement sûre. Mais il me semble qu'il y en a déjà une qui arrive au transformateur actuel de Saint-Victor, qui prévoit donc de doubler. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Voilà. Plus, il y a des 250 000 volts supplémentaires qui sont prévus dans les alentours de Saint-Victor, du coup. D'accord. Alors, en fait, sachant qu'il y a 400 000 volts qui est doublé, c'est celle qui part vers l'Espagne. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, cette grande ligne à très haute tension, elle fait partie d'un maillage du territoire français qui commence, si j'ai bien compris, dans le Cotentin. Oui. Dans le Cotentin, qui traverse la France et qui va ensuite vers l'Espagne et vers le Maroc. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, on vous a choisi de traverser l'ensemble du territoire. Et donc, on vous a choisi, vous, pour implanter le méga transformateur qui va permettre de transformer en fait un réseau plus faible en un réseau plus rapide, sans perte d'électricité, hein, si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Alors, oui. Derrière se cachent des projets d'éoliens, c'est ça. de champs d'éoliennes. Derrière se cache à peu près 1 millier d'éoliennes à terme, supplémentaires à celles qui existent déjà dans l'Aveyron. Il faut savoir que nous aussi, pour nous, le méga transformateur, c'est un point central de la lutte. Pour eux, c'est un point central de la distribution d'électricité. Pour nous, c'est un point central des luttes anti-éoliens aussi. Parce que de nombreux comités locaux, actuellement et depuis une quinzaine d'années, luttent contre l'implantation de projets éoliens donc dans l'Aveyron, voire même Nord-Hérault et limite Tarn aussi. Et aujourd'hui, l'ensemble des recours juridiques, bon, il y en a certains qui donnent, mais en fait, on s'aperçoit que dès qu'un recours juridique empêche l'implantation d'un nouveau projet d'éolienne, il y a un projet juste à côté qui est déposé. Donc, il y a un épuisement aussi à la fois des personnes et à la fois des ressources financières pour payer tous ces recours, pour empêcher l'implantation tout azimut des projets éoliens. Donc on avait aussi comme objectif de centraliser l'ensemble de ces comités locaux autour du projet de méga transformateur, en disant si ce méga transformateur ne se fait pas, ils ne pourront pas implanter leurs éoliennes parce qu'ils ne pourront pas les relier au réseau d'électricité. Un point nodal. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ces implantations d'éoliennes, parce que normalement, on dit que quand on est anti-éolien, on est pro-nucléaire. Hein, donc, on peut à la fois être anti-éolien et anti-nucléaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur les gens, comment ça se passe concrètement l'implantation de ces éoliennes industrielles, hein, c'est au niveau industriel là, hein, c'est pas des petites éoliennes qu'on met dans le fond de son jardin, hein, c'est des trucs... on est bien sur des méga éoliennes, donc à peu près de 220 mètres de haut, avec une implantation au sol qui est loin d'être négligeable. Alors j'ai plus le chiffre exact. J'ai tenté de le retrouver, mais ça se mesure en tonnes de béton nécessaires pour stabiliser chacune des éoliennes. Plus derrière, il y a tous les projets, toutes les routes nécessaires pour les acheminer. Voilà, c'est quand même des gros morceaux hein, qu'on assemble
ensemble pour pouvoir construire ces éoliennes et qu'il faut bien réussir à acheminer dans des zones qui sont le plus souvent des zones plutôt préservées, puisque éloignées des habitations. Oui, voilà, on est vraiment en milieu rural, avec des Voilà. parcs naturels, je crois. Enfin, bon. Et alors, qui est-ce Oui. qui se cache derrière ces... Comment ça se passe alors? Parce que moi, j'ai écouté un peu des choses que vous avez dites là sur votre blog. Quand les promoteurs là arrivent dans votre coin, comment ils procèdent en fait pour arriver à implanter leurs éoliennes là? C'est assez intéressant, je trouve. Alors, du coup, c'est vrai que c'est assez particulier, assez même conflictuel sur nos territoires, parce que ils arrivent. Donc, généralement, ce sont des sociétés qui se donnent l'apparence de sociétés locales en capacité à créer des emplois. Il s'avère que si on remonte un petit peu, c'est des holdings de sociétés. D'énormes sociétés. Alors en Aveyron, il me semble que le premier promoteur éolien c'est Caterpillar. On retrouve Total aussi. Enfin voilà, c'est plutôt ils ont mis des petites sociétés sur nos territoires pour jouer le jeu avec les élus de l'emploi local. Alors déjà c'est quelque chose à savoir. Et du coup, eux, ils commencent à faire un peu les différents opérages sur le terrain, voilà, en fonction aussi des cartes qu'ils ont, des cartes des vents notamment, même si on y reviendra après. C'est pas tant aujourd'hui, c'est pas le bilan énergétique de ces éoliennes laisse vraiment à désirer. Donc ils arrivent sur le terrain, ils contactent. Alors, en parallèle, des propriétaires de terrain qui les intéressent et les mairies, c'est-à-dire qu'il faut un peu le travail en parallèle. Les propriétaires, où généralement, ils vont les voir, c'est du porte-à-porte, ni plus ni moins, c'est des commerciaux, quoi. Où ils leur disent, voilà, on aimerait implanter une éolienne sur votre terrain, ça vous fera telle quantité d'euros à la fin de chaque année. Généralement, ça peut atteindre des jolies sommes. Donc, généralement, les personnes peuvent se porter intéressées. Et la plupart du temps, il y a un premier document qui est signé, normalement pour accorder le droit de faire les mesures nécessaires à l'implantation d'éoliennes. Bon, ça c'est en baisse parce qu'il y a eu énormément de contestations judiciaires, mais ce document a été utilisé comme promesse de vente, enfin promesse de laisser l'implantation se faire par de nombreux promoteurs, c'est-à-dire sous couvert d'autoriser simplement des études, les personnes qui avaient signé ce document-là se sont retrouvées à ne plus pouvoir faire marche arrière. Donc ça, c'est quand même une façon de faire qui a été beaucoup montrée du doigt, qui commence à s'enlever un peu, mais on la retrouve beaucoup. Et on a vu beaucoup de personnes dans la contestation anti-éolien qui sont des personnes qui se sont fait piéger simplement par des commerciaux. Voilà. Sachant qu'un des arguments aussi donnés par les commerciaux est de dire, mais si nous, de toute façon, on est allé voir votre voisin, donc si vous en voulez pas, votre voisin il en aura, donc ça sera à proximité de chez vous, ça sera pareil. Sauf que c'est pas vous qui aurez l'argent. C'est ça, et c'est pas vous qui aurez l'argent du coup, mais vous aurez les nuisances, tout autant. Donc autant que vous en preniez une sur votre terrain. Voilà. Ça, et au niveau de ça, ils vont voir les mairies. Oui, voilà, il y a aussi un gros travail de lobbying qui est fait au niveau des mairies. Nous, il y a même qu'il avait vu des commerciaux de l'éolien arriver avec une mallette de billets sur la table en disant si vous nous assurez le soutien de la commune et de la population locale pour l'exploitation de ces éoliennes, il y a une partie de cet argent qui vous revient à vous donc en dessous de table, clairement. Et après, plus toutes les promesses derrière, plus légales, on redistribue, ça permettra de redistribuer de l'argent sur la commune, ça permettra de continuer à améliorer les routes ou à ouvrir un centre aéré ou que sais-je encore. Voilà, ils vendent l'éolien comme la solution, de plus en plus comme la solution au désengagement de l'État vis-à-vis des petites collectivités locales rurales. D'accord. Quand même oui. Voilà. Alors, est-ce que sur l'implantation de ces éoliennes, là, vous en êtes où? Il y a des expropriations. Non, pas sur l'implantation d'éoliennes. Ah, c'est sur le transformateur. Sur le transformateur, oui. Les éoliennes n'étant pas reconnues d'utilité publique, il n'y a pas de procédure d'expropriation. D'accord. Donc il faut vraiment qu'ils aient l'accord des propriétaires pour pouvoir installer ces éoliennes. Bon, par contre, le transformateur et les lignes THT, etc., là, oui, probablement. Oui, là, il y a
là, il y a en effet potentiellement procédure d'expropriation, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, c'est à peu près 90 éoliennes, donc peut-être un peu plus à l'heure actuelle, parce que ça avance très très vite. Enfin, ceci, nous, on a, les temps de se mettre à jour, d'aller chercher les données, qui sont en plus, faut quand même aller les chercher. C'est pas si évident que ça. Et puis ça avance très vite. Donc c'est entre 90 et 100 éoliennes aujourd'hui dans le département qui sont en action. 100, aux dernières nouvelles, c'était 121 qui se sont vus octroyer un permis de construire. Si je dis pas de bêtises, il y en a à peu près la même quantité, donc entre 100 et 150, où le permis de construire a été déposé, mais en attente de validation ou de invalidation. Et il y en a à peu près 90 dont le permis a été refusé. Voilà. D'accord, mais ça avance vite parce que maintenant, évidemment, ils sont tenus par la loi de transition énergétique de passer à 40% de renouvelables. Donc, il faut que ça avance. Ça avance à marche forcée. Ça avance vite parce qu'il y a quand même, une grosse aide, je pense, de la part de l'État pour faciliter ces implantations, et aussi parce qu'ils commencent à comprendre qu'il y a souvent des recours qui sont déposés, c'est-à-dire systématiquement. On va dire à peu près, je pense qu'ils incluent complètement, mais d'ailleurs ils nous l'ont dit, dans le coût de leur étude, dans le coût, dans le coût du projet, le fait que potentiellement un projet sur deux sera refusé. Donc au lieu de poser un projet et de tenter de le mener à fond avec les propriétaires, avec la commune, ils en posent 2, 3, 4 en fonction de ce qu'ils peuvent, en se disant qu'il y en aura bien un qui va passer. Et ça leur coûte pas beaucoup plus cher en fait, d'en poser 3 ou d'en poser un. Alors, et du coup, comme ça, hop, ils posent, ils enchaînent, et puis nous, au fur et à mesure qu'on se bat pour dire non, pas d'éolienne ici, ils en ont déjà déposé 2 à côté. Donc ils sont plus rapides quand même. Oui, ils ont plus d'argent. Ça va mieux quand on a de l'argent. Et le soutien du gouvernement avec des subventions d'État. De toute façon, je voulais qu'on parle un peu de... Oui, alors, on disait aussi... Allô ? Oui, on disait en fait que cette façon de faire, là, de venir et de dire si tu la veux pas chez toi, ce sera chez le voisin, donc de toute façon c'est pareil, ça doit créer une ambiance assez particulière, non ? Alors, Radio Galère, ça galère, je vous entends plus très bien. Reste souple, rien ne bouge. Stop ta parano, cesse ta schizophrène, reste souple. Bon, mais je crois qu'on a eu un petit problème technique, on va appeler ça comme ça, et je crois qu'on a récupéré notre opposante au projet de méga transformateur et tout ce qui va avec en Sud-Aveyron. On s'entend maintenant, c'est bon ? Oui, on s'entend, c'est bon. Ok. Donc on était plus ou moins en train de dire que les gens qui sont pour les implantations, là, les promoteurs et le lobby éolien qui veut implanter ces grosses machines chez vous, en fait semer la zizanie sur le territoire et entre les gens aussi, en plus. C'est ça. C'est-à-dire ils se contentent pas de simplement d'un refus, il y a tout un jeu qui est fait pour un peu monter les habitants les uns contre les autres, quoi. C'est vrai que c'est assez catastrophique par chez nous. Alors, on va, si tu veux bien, on va parler un peu de la lutte, là, comment vous vous organisez, depuis combien de temps, la création de la Masada, tout ça, si tu peux nous parler de tout ça. Oui, alors, sans être coupé, ce serait bien. On va essayer. Sinon, vous rappelez sur l'autre téléphone. Oui, on va jouer au chat et à la souris, on va faire ça. Du coup, alors, pour reprendre un peu concrètement, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il existe une association qui s'appelle Plateau Survolté, qui lutte plutôt sur les biais juridiques contre le projet d'implantation du méga transformateur. Voilà. Plateau Survolté, donc c'est vraiment les habitants de Saint-Victor, c'est plutôt les habitants de Saint-Victor qui ont décidé de s'organiser pour
pour tenter par l'ensemble des procédures possibles à ce que ce transformateur ne se fasse pas. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, absolument, très bien. Ok. Et du coup, donc voilà, il y a eu un peu un épuisement ou l'annonce aussi assez imminente d'une enquête d'utilité publique qui allait être mise en place et qui du coup allait ensuite permettre l'ensemble des procédures d'expropriation. Donc il y a eu ça d'un côté, et il y a eu d'un autre côté, sur les terrains qui vont être du coup expropriés a priori, deux jeunes agriculteurs qui comptaient sur ces terres pour s'installer. Notamment un qui a sollicité des personnes qui sont un peu proches des luttes, des ZAD, même si on n'a pas du tout envie de se revendiquer comme zadistes, et voilà, plutôt proche de ces mouvements-là, assez proche des luttes contre la THC en Haute-Durance, dans le Cotentin, voilà. Et en disant, mais là, si on se bat simplement sur le volet juridique, on a perdu d'avance. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de lutter. Et la proposition est née, enfin l'idée est née, de se dire, un peu comme ça avait été fait dans d'autres endroits, mais construisons une cabane sur le terrain qui va être un des terrains qui sera exproprié par la procédure, à la fois pour construire un lieu où on puisse discuter, où on puisse se rassembler, où on puisse organiser des événements, et à la fois aussi pour symboliser l'occupation du terrain contre le projet de méga transformateur. D'accord. Oui, vas-y. Pour la petite histoire, c'est une cabane qu'on avait déjà, c'est un concept de cabane qu'on avait déjà pensé suite à d'autres mouvements autour de Notre-Dame-des-Landes. Et donc on l'a construite assez rapidement, en 3 semaines, elle était construite et finie. Donc c'était en décembre de l'année dernière, donc décembre 2014. Du coup on a fait, je me souviens, l'inauguration de la cabane sous la neige. Bon, très courageux, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez des choses prévues là qu'on pourrait faire passer à l'antenne ? Alors aujourd'hui, on vient parce qu'on a la grosse chance que je vous ai pas dit quand même, c'est que le conseil municipal de Saint-Victor soutient complètement la lutte. Ah. Il a changé aux dernières élections et l'ancien maire qui était pour le projet, il est plus maire. Très voilà, bien. Le nouveau maire est contre le projet. Ça a été posé dans sa campagne et l'ensemble des actes qu'il pose aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc on est soutenu par le conseil municipal. On est soutenu par les propriétaires, enfin notamment au moins par un des propriétaires du terrain. L'autre soutient vite fait, mais pas vraiment, pas vraiment. Pas en action concrète, mais voilà. Et donc ils nous ont vendu, là, les propriétaires du terrain, une toute petite parcelle qui fait moins de 2000 mètres carrés que l'on a décidé d'acheter collectivement. Donc parcelle sur laquelle il y a la cabane qui s'appelle la Massade. Et donc ça c'est un peu, on va fêter l'acquisition du coup collective de cette parcelle le 19 décembre qui arrive. Nous on adore faire des choses en hiver, faut savoir. Oui. Et du coup voilà, c'est à peu près 400 personnes qui vont être aujourd'hui propriétaires de la parcelle concernée, de la parcelle sur laquelle il y a la Massade et donc concernée par les procédures d'expropriation. Ce qui va rendre l'expropriation un peu plus compliquée s'il y a 400 personnes qui sont propriétaires. Exactement. D'accord. C'était l'idée. Et c'est toujours ouvert, ça ? On peut toujours acheter des parts ou... Alors oui, on va pouvoir toujours, puisqu'on a créé une association donc, qui s'appelle Les Amis de la Massade et qui, elle, prend une part dans l'indivision. C'est une indivision, du coup, en plus qu'on a fait. C'est le statut juridique qui est le plus embêtant pour l'expropriation. Donc voilà, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site 12.noblog et à envoyer un mail. Vous aurez le mail en disant que vous souhaitez acheter une part à la Massade, sachant que c'est aux alentours de 10 € une part. C'est 10 €. D'accord, voilà. Bien. Et du coup, oui. Du coup, aujourd'hui, on attend l'enquête publique en fait. On est dans l'attente de la date d'enquête publique qu'il reporte tous les 6 mois. Ça devait être l'hiver dernier, après l'été, ensuite là, ça devait être en janvier. Finalement, ça sera peut-être en juin. Voilà, on attend. Bien, donc votre blog c'est 12. Noblog. 12.noblog. Je voulais savoir si les écologistes vous soutenaient.
Eh ben, certains. Après, c'est vrai qu'on a des difficultés par rapport à si vous êtes contre les éoliennes, vous êtes pour le nucléaire, alors que je pense que 95% des gens qui sont impliqués dans la lutte, si ce n'est 99,9, sont clairement anti-nucléaires. Donc c'est pas, voilà, nous, déjà on essaye de travailler au corps justement ce fameux scénario négawatt où on dit mais, aujourd'hui en tout cas, c'est pas leur idée est pas de remplacer la production nucléaire par la production d'éoliennes. Oui, ça, c'est tout à fait clair. Et c'est assez désastreux que les antinucléaires, les écolos, n'arrivent pas à comprendre ça et continuent à faire la promotion par exemple, des éoliennes industrielles. Bon, et je sais pas, on a 1 minute et demie, 2 minutes. Si tu veux faire une petite conclusion sur ce que ça t'inspire. Ouais, moi, c'est peut-être revenir sur le contexte plus global. C'est vrai que déjà, on parle de production d'énergie et pas de consommation. Mm-hmm. On va augmenter la production, mais on n'entend quasiment jamais parler de consommation. Faut savoir que nous, par exemple, en Aveyron, on a déjà des centrales, des barrages hydroélectriques qui turbinent. Voilà, on est largement excédentaire en production énergétique. Donc tout ce qu'on va nous rajouter en plus, c'est pas pour être consommé localement, quoi. Enfin, voilà, ça c'est clair. Il faut vraiment le comprendre. Je pense que c'est important. Et c'est même si on y regarde de plus près, a priori plutôt pour être consommé vers l'Espagne, si ce n'est vers le Maroc. Et nous, ça nous questionne énormément de devoir mettre des éoliennes chez nous qui ont des nuisances, qui occasionnent des dégâts pour la population locale, mais aussi pour l'environnement. Il y a quand même des gros dégâts autour des éoliennes, pour une production d'énergie qui doit être exportée vers des pays étrangers. On est vraiment, moi je pense, dans l'apothéose du système capitalistique où l'enjeu, il est avant tout de faire de l'argent avec ces implantations et pas du tout de préserver l'environnement. Leur question, elle n'est pas là. Elle est d'être rentable. Elle n'est pas de se soucier de diminuer les centrales ou de préserver l'environnement. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Non, je ne le crois pas non plus. Et tu disais par rapport à la consommation d'électricité, c'est en France, quand on a dit en introduction et que tu redis là, effectivement, que c'est la production d'électricité qui va augmenter, puisqu'on va avoir le nucléaire, les énergies renouvelables, tout ça va se cumuler, mais la consommation d'électricité en France, elle est stagnante, voire décroissante. Donc ça veut dire que si on augmente la production, il faut effectivement que ça parte quelque part et ça va partir... dans les maillages européens, dans dans les réseaux, tous ces réseaux intelligents là qu'on nous promet. Sachant qu'on n'a pas parlé, mais alors ça mériterait une autre émission, le système des paiements, enfin des droits carbone, de tout le système du marché, crédit carbone, marché des bons carbone, voilà, des crédits carbone, j'avais perdu mon mot, qui sont autour de ces éoliennes. Et qui permettent aussi à des gros groupes d'acheter des droits à polluer, tout en créant des nuisances chez nous. Enfin voilà, c'est vraiment un cercle très très vicieux quand même. Bien. Moi je vais acheter une part de la Masada. Voilà, puis sinon, il ne faut pas hésiter à venir faire un tour. On a une assemblée générale tous les samedis. Donc tous les samedis après-midi, si vous passez dans le coin, montez à la Massade et puis vous y serez bien accueillis. D'accord. Et vous pourrez venir découvrir un peu ce qui se passe par chez nous. Super. On va se quitter là. Merci. On va essayer de parler de vous dans le coin. Merci beaucoup. Voilà. Et autrement, juste pour faire notre pub à nous, c'est que vous pouvez retrouver toutes nos émissions, la demi-heure radioactive depuis 4 ans maintenant, sur notre blog Collectif Antinucléaire 13. Et donc le blog des opposants Oméga Transformateurs, c'est 12.noblog. Et on va remercier... Nos blogs avec un S. Nos blogs avec un S. Et on va remercier Sidi à la technique. Et désolé pour la petite coupure inopinée. On va appeler ça comme ça. Voilà, à bientôt tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.